Oui, bonsoir Frédéric Bongo, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Afrique Média est donc déployé ici à Lomé, la capitale politique du Togo, où se tiendra donc le 30 juillet le sommet conjoint CEDEAO-CEAC. Et en prélude à ce sommet, donc dès demain, donc une réunion interministérielle va se tenir ici même dans la capitale pour essayer d'examiner les grands enjeux de ce sommet, bien sûr. Alors, mais pour l'heure, nous vous proposons une grande analyse de quelques enjeux de cette rencontre avec vous, Luc Michel. Bonsoir. Luc Michel, justement, quels sont pour vous les enjeux de cette rencontre? Écoutez, il y a les enjeux officiels et il y a les enjeux derrière la coulisse. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat, vous savez. Je n'aime pas ce qu'est en train de devenir la CEDEAO. Quels sont ces enjeux? Il y a ce dont tout le monde parle, les enjeux sécuritaires. Les enjeux sécuritaires, malheureusement, qui restent focalisés dans l'orbite occidentale, qui est celle des Français et de l'Africom, c'est-à-dire d'une lutte, d'une guerre au terrorisme qui est un échec sanglant dans tous les pays où elle a été tentée. Et puis, il y a l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est tout d'abord l'avenir de la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO, vous savez, va s'agrandir du Maroc? Quel est le projet derrière l'agrandissement de la CEDEAO? Et il y a un projet induit qui est, c'est ici que va se jouer l'avenir du franc CFA. Et vous savez que moi, je suis un néo-panafricaniste radical. Je suis évidemment pour cette grande cause africaine qui est la Frexit CFA. Et malheureusement, derrière la CEDEAO, il y a en embuscade le plan Macron-Zinzou pour la France-Afrique 2.0 et pour sauver le franc CFA. Ce plan, quel est-il? On va commencer par cela si vous le voulez bien. C'est de faire du franc CFA la monnaie unique de la CEDEAO. Donc on n'arrête pas, il n'y a pas d'Afrexit CFA. Au contraire, on lui donne une nouvelle vie. Ce franc de la CEDEAO, Paris est prêt à accepter qu'il change de nom, que même les mécanismes monétaires ne passent pas par Paris, parce que le processus est cadenassé par trois alliés étroits de la France, qui sont Macky Sall, qui sont Alassane Ouattara, ancien vice-directeur du FMI, ce n'est pas rien, et surtout le roi du Maroc. Ce franc CFA agrandi à toute la CEDEAO, donc ça sera un franc CFA dans plus de pays encore, et qui ne disparaîtrait pas, bien entendu. À côté de ça, le franc CFA de la CEMAC serait un peu bradé, liquidé. Il y aurait encore ce grand projet de le dévaluer. Vous savez à quoi ça a conduit l'Afrique, la dévaluation du CFA à la fin des années 90. C'était déjà le plan de Mme Lagarde, directrice du FMI. On reste dans ces cénacles-là. Il y a 2 ans, lorsqu'elle était venue faire une réunion à Yaoundé. La première version. Maintenant, mais derrière, il y a un autre projet. Au cas où ça ne marcherait pas, c'est quelque chose qui est actuellement le grand tabou en Afrique, dont personne ne veut parler. C'est ce que le FMI, la fraction américaine du FMI, avec des gens comme Dominique Strauss-Kahn, c'est ce qu'on appelle la dollarisation de la zone CFA, c'est-à-dire que le dollar remplacerait le CFA. C'est la monnaie américaine qui ferait la loi, puisqu'elle est garantie à Washington et pas du tout par les Africains. C'est l'adieu définitif, non seulement à une monnaie remplaçant le CFA, mais à une monnaie unique africaine. Et il y a les conséquences judiciaires, légales de la dollarisation. À partir du moment où vous utilisez le dollar dans une économie, pour une opération financière, économique, commerciale ou comptable, vous êtes soumis aux lois américaines. Ça veut dire que les lois de Washington feraient la loi dans toute l'Afrique. C'est ça l'enjeu. Alors justement, Luc Michel, au-delà de cette question financière, il y a aussi que les chefs d'État veulent tabler sur la question de la sécurité et la paix et surtout de cet extrémisme radical qui se développe de plus en plus dans les 2 sous-régions. Écoutez, je le répète inlassablement sur les plateaux d'Afrique Média, il y a 2 formes de guerre au terrorisme. Il y a la guerre occidentale au terrorisme, comme ils le disent, où le terrorisme n'est qu'un prétexte en Afrique, au Proche-Orient, en Europe, à s'ingérer dans la vie politique, à mener des opérations impérialistes, et ça n'a conduit jamais, nulle part, à détruire le terrorisme. Daesh vient de ressurgir en Irak, par exemple. Daesh ressurgit
dans certaines régions de la Syrie. Les djihadistes, ceux d'Al-Qaïda et de Daesh, sont partout en Afrique. C'est le résultat de la lutte au terrorisme. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'attendre, à l'issue de cette rencontre, par exemple, à une stratégie africaine pour contrer tout cela? Cette stratégie africaine, elle passe par un instrument purement africain. Or, ce qu'on nous propose, parce que les chefs d'État qui dominent la CEDEAO sont des chefs d'État pro-occidentaux, moi je n'ai pas peur de le dire, ce qui domine, c'est une vision d'inclusion des forces africaines dans la guerre au terrorisme occidental. Je précise qu'il y a une autre guerre, c'est la guerre contre le terrorisme qui vise à l'annihiler. C'est ce que Poutine avait expliqué. Il a dit nous irons, il y a presque 20 ans, buter ces salopards jusqu'au fond de leur chiotte. Elle est menée par 3 présidents. C'est Poutine justement qui combat le djihadisme depuis 20 ans. C'est Bachar el-Assad en Syrie qui est en train de gagner la guerre, grâce à qui le djihadisme n'a pas déferlé au Proche-Orient, en Europe et en Afrique. Et c'est Idriss Déby Itno, bien entendu, qui a mené une guerre efficace, pugnace contre Boko Haram. Et précisément, le grand projet d'Idriss Déby Itno, c'était de faire du G5 Sahel une force africaine disposant d'un mandat au Conseil de sécurité et qui aurait pu servir de base à une force d'interposition panafricaine et dans une étape ultime au noyau d'une armée panafricaine intégrée. Alors, tout ça... Le président Déby, lui également, son pays participe à ces travaux. Est-ce que les deux sous-régions ne peuvent pas bénéficier, en tout cas, de l'expérience qui advient dans la lutte? Laissez-moi terminer. Tout d'abord, le projet du G5 Sahel indépendant, il a été torpillé par Trump à l'ONU. On a refusé le mandat et puis on a fait un G5 Sahel sous parrainage de Paris et de Berlin. Le président Idriss Déby Itno, au milieu de tout ça, il faut lire entre les lignes ce qu'il raconte. Il a notamment expliqué, au moment où justement on refusait le mandat, il a expliqué que les forces, l'argent, les hommes qui étaient employés actuellement, par exemple, dans la guerre avec les Camerounais contre Boko Haram, quand elles vont partir au G5 Sahel, elles ne seront plus disponibles sur les autres fronts. Ce que veulent les Occidentaux, c'est une espèce de zone de Schengen sahélien où les forces se déplacent, mais où elles se déplacent sous la supervision des Français et des Américains de l'Afrique. Le président Idriss Déby Itno, c'est un homme pragmatique. Il connaît les limites de ce qu'il peut faire. Moi, je donne une critique qui est la critique d'un militant et d'un expert engagé. Mais un chef d'État a d'autres responsabilités. Donc, que fait Idriss Déby Itno? Il fait tout ce qui est possible dans les possibilités qui existent. Alors, mais cette histoire ici de mutualiser, c'est une très bonne idée sur le papier, à condition que la mutualisation ne soit pas sous supervision occidentale. Alors, une dernière question, et en 30 secondes, Michel, concernant bien sûr le Togo, quel peut être son apport dans cette rencontre? Écoutez, le Togo, c'est le pays qui va l'accueillir, mais il y a un autre événement beaucoup plus important pour moi, pour les panafricanistes, c'est le nouveau dialogue national qui se tient lieu juste avant le sommet. Ce dialogue national, il est sur le nouveau format de Malabo. C'est un dialogue entre Africains, en Afrique. Il rejoint ce qui se fait actuellement au Sud-Soudan, entre l'Éthiopie et l'Érythrée, etc. C'est la grande opération de paix en Afrique. C'est pour ça que je suis en Afrique pendant 10 jours. C'est pour soutenir la paix au Togo, la paix à Malabo, la paix en Érythrée et en Éthiopie, la paix au Sud-Soudan, parce que moi je pense que sans paix, il n'y a pas de développement. Donc je ne pense pas que le Togo va jouer un grand rôle, d'autant plus que les enjeux sécuritaires au Togo ne sont pas encore une préoccupation de premier plan. Ce qui est la préoccupation, c'est la paix civile, c'est la fin de cette crise qui a été ouverte par le fabuleux printemps africain en août 2014. Merci Luc Michel. Voilà donc Frédéric Bongo, ce qu'on pouvait vous dire sur cette rencontre qui se prépare. Et bien sûr, Afrique Média, comme nous le disions, est fortement déployé ici, au-delà de notre géopoliticien Luc Michel. Nous avons également François Bicoro et l'équipe technique conduite par Michel Vondo, donc Milor Chinda, Manuel Asike et Mohamed Bachir Ladan depuis Lomé pour Afrique Média.